Georges Seurat naît le 2 décembre 1859 à Paris dans une famille bourgeoise relativement aisée. Après des études de dessin et une formation à l'École des beaux-arts, il se distingue par son caractère méthodique et studieux, marquant ainsi son approche artistique. Le néo-impressionnisme émerge à la fin du 19e siècle dans un contexte où la science et l'analyse visuelle remplacent la spontanéité des impressionnistes. Ce mouvement prolonge les sujets de l'impressionnisme, mais en rationalisant l'approche par une méthode plus ordonnée. Georges Seurat est d'ailleurs reconnu pour être le créateur et le chef de file de cette approche picturale. Au lieu des coups de pinceau spontanés, les néo-impressionnistes, dont Seurat, adoptent la technique du pointillisme. Ils appliquent des points de couleur purs juxtaposés, permettant au spectateur de percevoir un mélange optique. Cette approche, fondée sur des principes scientifiques, vise à créer une harmonie lumineuse, plus stable et vibrante, contrairement à l'impressionnisme qui désirait simplement saisir l'instant présent. Les œuvres de Seurat, notamment Un dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte, incarnent cette démarche. Ce tableau monumental dans lequel il s'est minutieusement acharné est reconnu pour être le manifeste du pointillisme. Seurat y construit des formes à partir de points colorés organisés selon une composition géométrique rigoureuse, transformant la scène de la vie moderne en une construction scientifiquement orchestrée. Georges Seurat est influencé par ses lectures sur la couleur et la perception visuelle, comme les travaux de Michel-Eugène Chevreul et Ogden Rood. Seurat développe alors un style de peinture fondé sur la science. Considéré comme un homme grave et taciturne, il consacre de longues heures à la préparation de ses œuvres, multipliant les croquis et les études. Comme ce fut le cas pour Un dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte, auquel il consacrera un peu plus de 2 années entières. La carrière de Seurat fut tragiquement écourtée par sa mort prématurée en 1891 à l'âge de 31 ans, des suites d'une maladie emportant également son fils. Malgré sa brève existence, ses œuvres et son travail laissent une trace durable dans l'histoire de l'art, plus précisément celle du néo-impressionnisme. Il marque le passage vers une nouvelle compréhension de la lumière et de la couleur. Par sa composition dense et minutieusement organisée, elle invite le spectateur à explorer les détails cachés qui se trouvent dans chaque partie du tableau. Les poses des personnages sont souvent rigides, presque figées. Ces figures, loin d'être spontanées, semblent presque statuesques, ajoutant à l'aspect statique de l'œuvre. Toutefois, cette rigidité n'empêche pas l'œuvre d'être visuellement riche, car chaque personnage et chaque élément du paysage offre un détail supplémentaire à découvrir. L'œil du spectateur se promène de manière à découvrir les réalités individuelles de chaque personnage. L'ensemble de ces éléments contribue à une densité visuelle qui crée un effet presque hypnotique. Seurat ne cherche pas à reproduire la réalité de manière fidèle, mais plutôt à interpréter les scènes qu'il observe. Même si le sujet de l'œuvre est inspiré par des scènes réelles de la vie quotidienne, comme les promenades à la campagne, il opte pour une approche qui met en distance la représentation. Les visages des personnages sont volontairement dépersonnalisés et peu détaillés, ce qui renforce l'anonymat des figures. Cela crée une sensation d'isolement, bien que ces personnages soient dans un lieu public. Ils semblent figés dans leurs propres pensées et préoccupations, comme si chaque individu était plongé dans un monde intérieur distinct, sans interaction véritable avec son voisin. Comme nous avons discuté dans le travail de recherche préliminaire à cet exposé, cette absence de communication entre les personnages, couplée à l'ambiance calme et presque figée de la scène, peuvent être vues comme une réflexion de Seurat sur la solitude au sein de la société bourgeoise. Les personnages, bien que placés dans un cadre de loisirs et de détente, sont pour la plupart issus de classes sociales élevées, mais restent pourtant séparés l'un des autres, ce qui symbolise l'isolement social et la distance qui caractérisent la société de l'époque. C'est pour cette raison que nous avons comparé Un après-midi à l'île de la Grande Jatte au domaine de la sociologie. Un dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte de Georges Seurat appartient tout d'abord au genre de la scène de genre.
car elle représente un moment de vie quotidienne, sans personnage historique, religieux ou mythologique. L'artiste met en scène des promeneurs, des bourgeois, des enfants ou encore des soldats qui profitent simplement d'un après-midi au parc. Ces figures anonymes reflètent la société de l'époque, observée avec précision, presque comme une étude sociale. Grâce à sa technique du pointillisme, Seurat parvient à traduire la lumière, l'atmosphère et l'animation discrète de ce moment de vie ordinaire, transformant une scène banale en un tableau moderne et novateur. Même si les personnages sont nombreux, cette œuvre peut aussi être considérée comme un paysage. Elle représente un lieu réel et identifiable, l'île de la Grande Jatte, située sur la Seine près de Paris. La composition met en valeur la verdure, les arbres, l'eau et un ciel lumineux, des éléments caractéristiques du paysage en plein air. Le décor naturel structure l'image et instaure une ambiance sereine et harmonieuse. La nature, loin d'être un simple arrière-plan, interagit avec les figures humaines et souligne l'aspect social de ce lieu de promenade, ce qui correspond bien au paysage moderne. Cette œuvre peut être en partie rattachée au genre de la peinture marine. Bien qu'elle ne montre pas la mer ou de grands bateaux, elle évoque un paysage fluvial, la Seine. On y distingue clairement le fleuve, quelques embarcations et une atmosphère estivale liée aux loisirs en plein air. L'eau occupe une place significative dans la composition et contribue à créer une sensation d'espace, de fluidité, voire d'évasion. Cette présence du fleuve relie la Seine aux représentations marines, où l'environnement aquatique joue un rôle essentiel. Dans cette œuvre, Georges Seurat représente des Parisiens issus de différentes classes sociales. On y voit des bourgeois, des soldats, des enfants, des bateliers, tous venus profiter d'un moment de loisir sur l'île de la Grande Jatte. Les personnages sont répartis sur toute la surface du tableau, certains debout, d'autres assis, couchés ou en train de pêcher. Malgré la diversité des figures, ils semblent étrangement figés, isolés les uns des autres, comme détachés de toute interaction. Seurat traite de son sujet d'une manière propre aux néo-impressionnistes, c'est-à-dire avec une grande rigueur scientifique dans la composition et dans le traitement de la lumière et de la couleur. Contrairement aux impressionnistes qui peignaient directement sur le motif, Seurat travaille lentement, avec méthode, en atelier. Il utilise le pointillisme, une technique qu'il développe lui-même en juxtaposant de petites touches de couleur pure pour créer des effets visuels vibrants. Cette approche analytique donne à son œuvre une structure très réfléchie, presque géométrique, qui contraste avec la légèreté apparente de la scène. L'intérêt et les intentions de Seurat derrière le choix de son sujet et de son traitement résident dans le désir de créer une image ayant la gravité et le caractère intemporel d'un tableau d'histoire de grande dimension. Il élève une scène banale du quotidien au rang de sujet noble en utilisant un format monumental et une composition classique. Toutefois, il y insère aussi une touche d'ironie. Les figures à la mode adoptent des poses solennelles inspirées de l'art ancien. Ce contraste crée une tension subtile entre modernité et tradition. Sans avoir une mission très symbolique ou historique, un après-midi à l'île de la Grande Jatte est tout de même chargé en signification. Derrière la tranquillité apparente de la scène, l'artiste laisse transparaître une forme de critique silencieuse de la société, comme nous avons mentionné un peu plus tôt. Les personnages ne se parlent pas, ne se regardent pas, ils semblent isolés, presque mécaniques. Cette froideur et ce manque de lien entre les figures peuvent être interprétés comme le reflet d'un malaise social, d'une certaine solitude dans la foule. L'œuvre Un après-midi sur l'île de la Grande Jatte est réalisée sur un support en toile. Contrairement à certaines œuvres plus anciennes ou de grande envergure, Seurat choisit un support souple, ce qui permet une plus grande flexibilité et une manipulation plus aisée de la peinture. Ce choix de toile est typique des peintres impressionnistes et néo-impressionnistes qui privilégient ce matériau pour sa capacité à rendre la lumière et les couleurs avec une plus grande fluidité. La toile tendue sur un châssis en bois est fixée de manière stable, ce qui permet à l'artiste de travailler sur une surface rigide et de maintenir une tension adéquate pendant la peinture.
Le format de l'œuvre est rectangulaire avec des dimensions imposantes de 207,5 cm par 308,1 cm. L'orientation de la toile est en format paysage, ce qui permet à Seurat de capturer une scène panoramique de la vie sur l'île, où l'espace est largement ouvert. Ce format élargi renforce l'effet de profondeur en créant une vaste scène qui invite à une observation détaillée des personnages et du paysage. Cette œuvre a été réalisée en peinture à l'huile. Seurat utilise des huiles comme médium principal, ce qui lui permet de travailler lentement et de superposer les couches de peinture avec précision. La technique spécifique qu'il emploie est le pointillisme, une méthode où il applique de petites touches de peinture pure et non mélangées directement sur la toile. En termes d'outils, il n'y a pas de précision absolue sur ceux qu'il a utilisés. Toutefois, il est probable qu'il ait choisi des pinceaux fins pour appliquer les touches délicates nécessaires à la technique du pointillisme. Dans le tableau, Seurat traite les formes et les lignes d'une manière novatrice, propre au pointillisme. Il évite les contours nets et rigides. Les figures sont délimitées non par des traits marqués, mais par un subtil jeu de contraste et de dégradés de couleurs, créé par la juxtaposition des petits points. Cette technique donne naissance à ce qu'on appelle le trait virtuel, où les formes semblent se dessiner par elles-mêmes sous l'effet de la lumière et de la couleur. On perçoit cependant certaines lignes dans la composition, comme les verticales des arbres, les horizontales du pont en arrière-plan ou encore les diagonales des ombres, mais celles-ci restent douces et intégrées à l'ensemble. Les lignes ne ferment jamais complètement les formes. Elles structurent la scène sans jamais figer les éléments. Ainsi, Seurat propose une construction équilibrée où les formes prennent vie sans contour strict, dans une harmonie lumineuse et vibrante. Dans son œuvre, Georges Seurat traite la lumière de façon novatrice. La source lumineuse qui est absente est le soleil, dont les rayons éclairent sur l'ensemble de la scène. Sans utiliser un clair-obscur traditionnel, l'artiste juxtapose des touches de couleurs complémentaires pour faire émerger les ombres et la lumière qui s'alternent. Les ombres portées sont nombreuses et participent activement à la stricte composition. La lumière diffuse, rendue par un travail précis et méthodique, donne une impression de chaleur et situe avec justesse le moment de la journée, c'est-à-dire l'après-midi. Dans son tableau, Seurat utilise la couleur selon les principes du pointillisme, en appliquant des petites touches de couleur pure, principalement les couleurs primaires ou secondaires. Il exploite les contrastes entre les couleurs complémentaires, comme le rouge et le vert, ou encore l'orange et le bleu, afin de créer des effets vibrants et attirer l'œil sur certaines zones. Ces contrastes sont modulés par la quantité et le rythme des points. Une forte concentration crée un effet plus marqué, tandis qu'une dispersion plus subtile adoucit la transition. La saturation globale des couleurs n'est pas très élevée, car bien que les teintes de base soient vives, leur mélange optique produit des effets plus modérés. Seurat parvient néanmoins à instaurer une luminosité diffuse et équilibrée, sans recours à une intensité trop éclatante. Enfin, les effets thermiques peuvent se deviner dans l'alternance de zones chaudes, comme les vêtements rouges et orangés, et de zones froides, comme l'herbe ou l'eau, ce qui contribue à une sensation d'harmonie dans la scène. Dans un dimanche après-midi sur l'île de la Grande Jatte, Seurat construit l'espace avec une grande précision en combinant plusieurs procédés de perspective. Le raccourci est particulièrement frappant. Les personnages à l'avant sont bien plus grands que ceux à l'arrière, marquant nettement la profondeur. Le peintre utilise aussi le chevauchement, faisant en sorte que certains éléments en cachent partiellement d'autres, ce qui renforce l'illusion d'un espace tridimensionnel. Les plans s'élèvent progressivement vers le fond du tableau, guidant le regard dans un lent recul visuel. Cette organisation spatiale rigoureuse donne à la scène une atmosphère lente, presque immobile. La peinture à l'huile utilisée par Seurat permet une application précise et durable, idéale pour sa technique pointilliste.
L'accumulation de petites touches régulières crée une texture granuleuse et vibrante, visible lorsqu'on est de près devant la toile. Cette exécution minutieuse donne à l'œuvre sa sensation de calme, maîtrisé et de temps suspendu. La composition d'un après-midi sur l'île de la Grande Jatte est dense et rigoureusement construite. Seurat alterne les figures humaines et les lignes de force, verticales, horizontales et diagonales, pour structurer la scène et guider le regard dans un parcours visuel fluide. Les personnages sont souvent disposés par paires, créant un rime formel qui renforce la cohérence de l'ensemble. Une figure féminine en robe rouge, placée près du centre avec un enfant, attire brièvement l'attention sans dominer complètement la composition. Le cadrage frontal et le point de vue à hauteur d'homme donnent au spectateur l'impression d'observer la scène en tant que témoin direct. Malgré la symétrie apparente dans la répartition des éléments, un équilibre occulte s'en dégage. Pour conclure, Georges Seurat était un des pionniers du néo-impressionnisme au 19e siècle. Avec sa toile Un dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte, il défait les barrières de l'impressionnisme et marque l'histoire de son courant. En rationalisant les coups de pinceau spontanés des impressionnistes en petits points, Georges Seurat crée presque lui-même le pointillisme et apporte les mathématiques et la science dans son art. Malgré sa brève existence, Georges Seurat sera reconnu comme le chef de file du néo-impressionnisme pour ses nombreux tableaux, dont Un dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte. Elle est reconnue par les historiens de l'art autant pour sa signification que pour la technique qui a été utilisée pour la faire. En effet, avec sa grandeur grandiose, elle réussit tout de même à divertir le spectateur en faisant déplacer son œil dans tous les raccoins. On y observe une scène de genre en plus d'un paysage et d'une scène de marine. Au niveau technique, c'est par son grand format et le procédé du pointilliste appliqué de manière rigoureuse qui a marqué l'imaginaire de l'histoire de l'art. Finalement, au niveau plastique, les subtiles lignes donnent un dynamisme à la toile malgré l'aspect statique de la scène qu'elle représente. En effet, le trait virtuel prend une place importante. Les jeux entre les ombres et les lumières sont créés par la vaste palette de couleurs primaires et secondaires qu'utilise Seurat. Il combine toutes ces couleurs de manière différente selon leur disposition et leur quantité afin de créer différentes nuances et différents tons. Bien qu'elle soit chargée, la composition est fascinante à analyser. Il est pertinent de la comparer au domaine de la sociologie, puisque Seurat fait comme une analyse sociologique de la société bourgeoise de son époque dans laquelle il fait partie. Il admet donc le problème et le jugement au sein de sa propre communauté.